Abdoulaye Cissé, Dakar, Loubès. Laminia ici à Montréal, Loubès. Lamine, bonjour. Je crois que vous voulez surtout nous entretenir du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui était dans un exercice de vérité. Vous pensez surtout qu'il a perdu la crédibilité qui lui permet de convaincre encore les Sénégalais? Oui, Abdoulaye, la crédibilité de la parole d'une autorité publique est consubstantielle à la valeur intrinsèque qu'elle renferme. Celle-ci peut toutefois se renforcer ou s'étioler selon la confiance qui s'est établie ou pas entre l'auteur du message et le destinataire. Et aujourd'hui, tel un baigneur inexpérimenté sur le point d'être englouti par la puissance des vagues, le gouvernement des Sénégalais tente vainement de trouver une prise solide à laquelle s'accrocher pour montrer sa maîtrise d'une situation qu'il a pourtant échappé depuis le début de la crise sanitaire mondiale. Comme c'est le cas partout ailleurs sur la planète où le virus s'est signalé, l'État, par la voix du président de la République, a laissé croire aux Sénégalais qu'on pouvait lui faire confiance. Avec toute la solennité requise dans de pareilles circonstances, le balai inédit des personnalités et des voix autorisées du pays au palais présidentiel, cela a démontré de la gravité de l'heure. Une loi d'habilitation est vite votée, l'état d'urgence imposé, un fonds de riposte de 1 000 milliards créé, les rassemblements interdits. Bref, toute la batterie de décisions retenues au sommet au début de la crise faisait penser que les cornes du vilain taureau étaient bien agrippées. Mais la valeur d'une décision venant d'une autorité se mesure uniquement dans son application effective et sans concession. La voix d'un État responsable doit faire écho dans toute la population quand elle est comprise et respectée. Malheureusement, lorsque l'odeur de l'argent mobilisé pour secourir les confinés a traversé les narines des politiques ailleurs, l'avidité des affairistes opportunistes s'est ainsi vite exprimée au grand jour. Lorsqu'une jeunesse frustrée et exclue des centres de décision a haussé le ton et crié à juste titre son ras-le-bol devant un couvre-feu inefficace, le pouvoir central a lâché du lest. Lorsque des groupes religieux plus sensibles à la parole du guide ont dénoncé la fermeture des lieux de culte, la force étatique sélective s'est imposée uniquement aux plus dociles. Finalement, lorsque le nombre de cas positifs poursuivait sa progression constante et quotidienne, l'État, toujours par la voix de son chef, certainement hanté par le spectre d'une récession économique, annonce alors aux Sénégalais la reprise de la vie normale et la cohabitation avec le virus. Tout ça pour ça, dirions-nous plus prosaïquement. Un mois après, on a fini par comprendre que le virus s'accommode mal d'une simple cohabitation. Il définit les tragiques règles à suivre et vous impose sa volonté, sinon il est prêt à emporter sans hésiter nos respectables et aimables personnes âgées. Donc, après un mois de relâchement de la population et de semblant de banalisation du discours officiel dans l'imaginaire populaire, revoilà, vous le disiez tout à l'heure, le premier Philippe du pays, Aly Ngouille Ndiaye, qui revient encore pour annoncer de nouveau la fin des rassemblements sur la place publique, le port obligatoire des masques et la fermeture des lieux de distraction. Il est fort à parier qu'on assiste à une énième vaine tentative de reprise de contrôle d'une situation désespérante, même si le bâton des forces de l'ordre est de nouveau agité pour sanctionner les futurs contrevenants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est par le verbe sincère et surtout par l'exemple pédagogique que l'État devait asseoir sa stratégie de persuasion. Les autorités publiques, et on l'a constaté plusieurs fois, sont souvent les premiers à outrepasser les règles qu'elles imposent à la population, dépouillant ainsi toute crédibilité à leur prêche. Il faut dire que depuis le début de la crise sanitaire, le discours officiel s'est louvoyé, il a tournoyé dans tous les sens, il a tergiversé sans but précis, un avancement d'un pas ferme avant une reculade subreptice pour cacher la déconvenue subie. La sacralité du message s'en trouve ainsi démystifiée et ironisée. Lamine, vous le démontrez, tout ça vous paraît bien laborieux, bien, mais est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'il y a des exemples de réussite qu'on pouvait aller chercher ailleurs, par exemple? Tout à fait, Abdoulaye. Et je vais vous citer l'exemple marocain. Et il est toujours plaisant de puiser des exemples de réussite dans le continent noir. Malgré la violence de la pandémie et ses ravages dans les pays occidentaux, le Maroc, avec lequel nous partageons des points communs, fait figure de modèle dans la gestion efficace de la crise. Sous l'impulsion du roi Mohamed VI, qui s'est transformé par moments
imam, pour montrer cette ressemblance que nous avons, ce point en commun avec l'islam que nous partageons, l'État marocain a su agir de manière rapide et innovante pour juguler la propagation du virus. Figurez-vous, Abdoulaye, le premier cas de COVID-19 est détecté le 2 mars dans le royaume. Très réactif, dès le 15 mars, un fonds spécial est consacré à la riposte et doté d'un budget de près de 10 milliards de dirhams, soit près de 915 millions d'euros. Pour montrer l'exemple et inspirer les autres, le roi l'abonde de 2 milliards via le holding familial Al-Mada, ce qu'on n'a pas vu au Sénégal. Une aide financière directe sera octroyée à tous les ménages. Le 16 mars, les écoles et universités sont fermées. Le 20 mars, alors que le nombre de cas n'atteint pas 90, le confinement des 35 millions de Marocains est décrété ainsi que l'état d'urgence. Et retenez ce qui s'en vient. Police, gendarmerie est blindée dans les rues. Contrôle, sanctions, arrestation de contrevenants. L'encadrement du confinement est immédiatement strict avec le souci permanent d'éviter les débordements. 14 semaines plus tard et après un lockdown parmi les plus longs au monde, les résultats sont suffisamment éloquents. Une pandémie globalement maîtrisée et relativement peu létale si on le compare aux autres pays. Ce qui est tout aussi remarquable, Abdoulaye, et qu'il faut noter aussi, c'est la capacité d'adaptation dont l'industrie marocaine a su faire preuve tout au long de la crise. L'outil industriel a été aussitôt reconfiguré pour la production intensive de masques, de gel hydroalcoolique et de respirateurs au point d'être en capacité de les exporter vers la France, le Mexique, l'Arabie saoudite ou encore l'Afrique du Sud. Juste après la Tabaski que nous venons de célébrer, le royaume chérifien était même prêt à reconfiner si la population, s'il constatait une augmentation des cas. Et aujourd'hui, avec le Rwanda, la Tunisie et l'Algérie, le Maroc fait partie des rares pays africains à être autorisés à entrer dans l'espace Schengen. En résumé, Abdoulaye, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que le leadership ne se décrète pas. Il s'incarne dans toutes les étapes de la vie d'une nation, surtout dans les périodes les plus sombres. Alors, Abdoulaye, dans ce contexte mondial de crise sanitaire, on a entendu beaucoup de voix autorisées s'élever et parmi celles-ci, il y a l'appel de détresse de Madame le maire de Banjul qui a ému plus d'un Sénégambien. Pensez-vous qu'au Sénégal, qu'on soit encore capable de déclencher une telle émotion? Lamine, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment le détour d'entendre les sanglots de Madame Rohey Malick Lowe ci-devant maire de la ville de Banjul, la capitale de la République Gambie, un tout petit pays par sa superficie, un pays voisin du Sénégal, enclavé dans le ventre de notre pays. Elle nous prend au plus profond de nous. Vous savez ce qu'on va faire? Ça vaut le coup. Nous allons regarder sa petite séquence et écouter les sanglots de Madame le maire. In the greater Banjul area, people are dying in their homes. The frontliners, they are there. Pas besoin de conduire l'édile de la ville alerte que les gens tombent un à un, les gens meurent dans les maisons du Covid, bien entendu, et les chiffres officiels n'en tiennent pas compte. Je me demande encore si quelqu'un au Sénégal est capable de dégager une telle émotion, de nous transporter, de fouetter notre fibre émotionnelle afin de juste nous faire prendre conscience que l'heure est grave. Que dis-je? Ce n'est pas nous qu'il faut convaincre que l'heure est grave, que les choses débordent, que ce qui frappe à la porte de notre voisin peut ne pas nous épargner. Nous, sous nos tropiques, on préfère encore faire joujou avec des chiffres. On ne sait même plus qui chope cette saleté de Covid, qui en meurt. Ah, si, quand même. J'ai entendu le coup de gueule du maire de Ziguinchor qui s'insurge contre cette litanie de chiffres anonymes. Baldé n'en croit pas les statistiques qui classent la région de Ziguinchor comme la 4e région la plus infestée et où les populations ne semblent même pas prendre conscience de la gravité des choses. Parce que justement, les chiffres en tant que tels que débités, ne disent plus rien à personne. Alors, Abdoulaye, le tableau est certes sombre, mais il y a un pays qui fait figure de modèle et qui sort du lot, le Rwanda, un pays en Afrique noire qui, malgré tout, a su bien gérer cette crise-là. Selon vous, Abdoulaye, à quoi tient le miracle rwandais?
Lamine, le miracle rwandais, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, ils sont juste en train de récolter ce qu'ils ont semé quand ils ont voulu reconstruire une nation. Je vous donne 2, 3 exemples très rapidement. Le Rwanda n'a pas perdu du temps, comme un pays que l'on connaît très bien, vous et moi, le Sénégal, à faire adopter les gestes barrières parce que les gens sont déjà disciplinés. Le Rwanda n'a pas perdu du temps, comme le Sénégal, à devoir faire fermer les marchés pour consacrer une journée entière à nettoyer les marchés parce que les marchés sont déjà propres, sont déjà bien rangés. Le Rwanda n'a pas perdu du temps justement à pouvoir organiser la dotation de nourriture et de rations alimentaires à sa population, puisque bien entendu, il y a des statistiques fiables, un fichier crédible de gens dans le besoin. Vous avez certainement là économisé au moins 3 semaines que le Sénégal a perdu pendant que le virus faisait joujou avec nous un peu partout et qui a consacré l'éclosion des cas communautaires que personne ne maîtrise aujourd'hui. Le ci-devant professeur Moussa Seydi, responsable du service des maladies infectieuses, disait justement au tout début, quand on redoutait les cas communautaires, que si les cas communautaires arrivaient à déborder, il n'hésiterait pas à conseiller le confinement général. Eh bien, on y est, mais personne ne peut plus imaginer un confinement, même partiel, au Sénégal. C'est dire qu'on devra apprendre, non pas à porter le masque, mais à vivre avec, j'allais dire, cette saleté. Des exemples de réussite existent, même s'ils ne sont pas nombreux. C'est dire que donc il n'y a pas de fatalité avec cette crise-là. On peut la maîtriser, ou du moins, on peut bien s'organiser et bien la gérer. J'espère surtout qu'au Sénégal, qu'on arrivera à maîtriser les événements religieux qui se profilent à l'horizon. On sort de la Tabaski et on a enregistré le record de cas communautaires. On espère que les grands événements religieux qui se profilent à l'horizon ne seront pas occasion aussi de laisser le virus totalement échapper au contrôle. À très vite, Lamine. À très vite, Abdoulaye. À la semaine prochaine.